Donc, on va commencer l'après-midi avec une petite intervention de Michel Debatte qui va nous parler des états de danse et précipités sensibles. Michel, donc, qui est professeur des universités en arts plastiques et photographie et théorie de l'art à Paris 8. Et donc, c'est elle qui va commencer. Ensuite, est-ce que j'annoncerai au fur et à mesure Oui, j'annoncerai au fur et à mesure. On commence par Michel. Voilà. Merci Claire, Anne et Kitsu de m'avoir invité donc à partager ces réflexions. Donc, c'est bien là, ça va? Ouais, ouais. Pardon. Donc, j'ai voilà. Ce qui est important, c'est ici. Je vais intervenir donc très peu théoriquement, quoique je vous ai fait un choix par rapport à l'apesanteur de 2 extraits de vidéo et de 2 séries photographies. Je m'explique. J'ai moi-même pratiqué pendant très longtemps la danse et pendant très longtemps la photographie, que je ne pratique plus. Je pratique depuis très longtemps maintenant le yoga. C'est pour ça que je connais aussi très bien Gurfing, etc. Et ce que j'ai entendu de tous les participants ce matin, j'avais toujours envie d'échanger. Bon, au repas, on a un peu commencé, donc on va continuer. Et je vais prendre dans la méthodologie de ma demi-heure là d'intervention. Je vais essayer de tenir le temps, je vous promets. Enfin voilà, je fais une promesse, pas de Normand, une promesse. Je vais reprendre une expression de Anne pour ne pas la citer. Une œuvre est une thèse. Et il se trouve que je suis absolument convaincue de cela. Moi, je dis souvent une œuvre est une proposition ou un potentiel. Et donc, méthodologiquement, je vais partir, je vais commencer, donc, et je vais partir, je vais travailler, ou je vais m'exprimer, ou je vais réfléchir avec vous à partir de 4 œuvres. Alors, comment j'ai choisi quand même ces œuvres par rapport donc à votre proposition de recherche autour de cette notion d'apesanteur sur laquelle donc je vais me restreindre, si on peut se restreindre là-dessus, avec un choix très clairement fait et en photographie et en danse sur des œuvres qui ne font pas appel à des nouvelles technologies. Ça, c'est très volontaire, de ma part. En revanche, qui pose la question de l'apesanteur. Et cette apesanteur, en fait, très rapidement, je l'ai introduite par évidemment quelque chose qui est pensé avec, c'est-à-dire la notion de léger, la notion de légèreté. Cette notion de légèreté, elle fait appel à un corps. Alors ce corps, évidemment, il peut être un corps humain et il peut être un corps au sens notionnel du terme, c'est-à-dire que cela peut être tout ce qui est de l'ordre du vivant, comme disait, donc l'a exprimé aussi Thierry Pozzo différemment, mais il a parlé, je sais, du vivant à un moment donné. On va y revenir. Donc, quand on est entre la danse et la photo, puisque c'est Kitsu aussi qui est ici à la base de ce travail aussi, de cette recherche, le corps, évidemment, on le renvoie à la danse. Et donc, cette notion de légèreté couplée avec la danse, elle fait aussi appel à une historique très cernée aussi du ballet romantique. Il ne faut pas parler de toute la danse, des rituels, etc. Le ballet romantique, c'est 1800, 1831, 1841, 1836. C'est Gisèle, c'est Sylphide. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que cette notion de légèreté, apesanteur, légèreté, elle va inventer une figure qui va être la figure de l'envol. Alors on peut parler de machine à voler, du vol de l'oiseau, et la figure de l'oiseau va être une figure récurrente dans la théorie de la danse. On va aller même jusqu'à la figure de la méduse, et je renverrai là au texte de Mallarmé. Donc, on pourrait dire cette trilogie, donc apesanteur, légèreté et envol. Et donc, il y a un corps. Et donc, cette historique sémantique, et en même temps, donc, qui renvoie à une historique de la danse, donc, du ballet romantique, je précise bien, excusez-moi pour certains qui doivent connaître, bien sûr, il y a en 1830 à peu près, énormément de progrès techniques qui sont faits. Et donc, on va avoir des premiers ballets, notamment Gisèle et la Sylphide, qui vont être travaillés pour chercher justement cette légèreté avec la technique de la pointe.
Et il y avait très peu de danseuses classiques, notamment Maria Taglioni, qui savaient faire des demi-pointes et des pointes. Il y avait la technique aussi de l'écriture chorégraphique qui a mis en valeur le porté, voilà. Et donc, et puis, il y a eu aussi un intérêt pour le vêtement, le voile, le tulle. Pourquoi ? Parce que quand un danseur portait sa danseuse, et quand elle tombait, en fait, le voile descendait plus lentement. Donc, ça faisait pour le spectateur, justement, un effet de légèreté. Voilà. Donc, cette notion-là, vous voyez, est assez intéressante autour de la légèreté. Et puis, 1839, c'est aussi pas très loin de la photographie, n'est-ce pas, qui est voilà, reconnue. Donc, ce rapport donc, à partir de l'apesanteur, de la légèreté, donc, et de cette figure de l'envol, m'a permis donc de choisir quelques pièces donc chorégraphiques et photographiques plus contemporaines, bien sûr. Alors, autre point, je dirais, donc autre trilogie qui va se dessiner à partir de ces œuvres. Je vous donne donc des points comme ça assez clairs, j'espère. Ça va être aussi cette question donc de penser ou non le corps, la corporéité, mais aussi sa dématérialisation. Et donc, on va le voir cela en photographie et on va le voir dans des écritures chorégraphiques particulières dont qui ont promu le choix des deux pièces que je vais vous montrer, enfin dans leur extrait évidemment. Donc, pour ces points rapides de présentation, dans les choix, donc un extrait chorégraphique, une série photo, un autre extrait chorégraphique, une autre série photo. Je les ai distingués en définissant deux lieux de scène, c'est-à-dire qu'il va y avoir une scène aquatique et une scène aérienne. La scène aquatique, elle va être représentée en danse par donc un ballet contemporain de 1986, donc il est contemporain, que je pense certains ont vu, de Waterproof, c'est le Waterproof, pardon, donc imperméable. C'est un peu l'ironie, c'est de Daniel Larieux, qui est toujours un très grand chorégraphe, donc, et qui a travaillé avec une maître nageuse chercheuse, Annie Finet, dès 1981, pour inventer d'autres manières de se mouvoir ou de faire mouvoir un corps qui n'aurait pas donc le sol, la gravité comme appui. Donc, cette pièce, nous allons en voir quelques extraits parce qu'elle fait 20 minutes et le but, c'est pas évidemment de le voir. On va voir quelques extraits que j'ai choisis et on verra à la suite de cette pièce, donc, quelques photographies d'un jeune photographe qui a été diplômé dans les années 2010-2012, je crois, à l'école d'Arles, qui s'appelle Erwin Maurer et qui avait son exposition actuellement au Filles du Calvaire, et qui, lui, a une formation en anthropologie, en sociologie de l'art, et qui fait des photographies aériennes et des photographies sous-marines. Et on va voir ce que devient le corps, justement, avec donc, ces deux extraits. Voilà. La seconde partie, donc, ça sera une scène aérienne. Donc, ça sera la pièce Nos solitudes de Julie Nioche, qui l'a donnée donc, en 2014, donc, que j'ai vu, évidemment, au spectacle vivant. Donc, on en reparlera. Et où elle travaille le contrepoids, mais on le verra, voilà. Et donc, on finira avec quelques photographies d'un autre photographe, Laurent Dejante, une série qui s'appelle Station de 2005. Juste précision, Julie Nioche et Laurent Dejante sont donc artistes et ostéopathes tous les deux. Donc, on va... Voilà. Voilà pour la présentation, j'espère la plus claire possible. Donc, quelques extraits donc, de Waterproof que je vous propose. Alors, voilà. Donc, je pense qu'il y a le son. Enfin, je sais qu'il y a le son. C'est bon. Alors là, je ne sais pas comment vous l'activez. Si tu as le son là. Oui. Tu as branché ici. Oui,
Normalement, oui. Là, il est désactivé. Ah là 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 là. Il n'est pas très, très fort. Hein. Donc là, il y a un extrait de 2-3 minutes que je couperai. Bien, alors donc, ce que vous voyez là projeté est assez intéressant parce que c'est une vidéo en fait. C'est une vidéo qui donc a été faite en 86 par Daniel Darieux et il a repris cette pièce donc en 2011 à la piscine de Saint-Ouen, où alors du coup j'y ai assisté, je n'ai pas assisté à celle de 86, mais j'ai assisté à cette reprise donc, pendant les quartiers d'été. Donc, et il y avait des projections. Alors du coup, les spectateurs étaient sur le bord de la piscine, mais sur un seul bord de la piscine, sur quelques gradins. Et donc les danseurs, donc en fait, ce sont des danseurs qui sont vêtus d'imperméables et qui ensuite donc prennent le risque, si vous voulez, d'inventer donc une manière de se mouvoir, de retrouver des appuis ou pas, justement, on va en reparler par rapport à la danse, et donc de retrouver des appuis qui sont presque en contradiction, c'est-à-dire en résistance par rapport aux appuis donc que l'on a en effet avec la gravité 1 sur un sol. Et donc, puisque l'appui pour un danseur nécessite justement le sol pour sauter, justement. Alors qu'ici, dans l'eau, évidemment, les appuis sont, on l'a vu, donc, enfin, on peut le voir si on travaille plus sur la vidéo, donc différents. Et surtout, viennent contredire physiologiquement, donc, pratiquement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'on a des spécialistes de la physiologie du corps ici, mais ces appuis, donc, viennent de manière, contradictoire, en fait, répondre à la nécessité d'une adaptation. On a entendu ce terme ce matin aussi d'adaptation. Ce terme d'ajustement, d'adaptation, donc, fait partie, en effet, de ce travail autour de la pesanteur, qui est ici dans une scène aquatique particulière.
Alors, on a évidemment dans cette réactivation de ce ballet donc de 86, 20 ans après, plus, par la plupart d'ailleurs des danseurs de l'époque de Larieux, donc, autour de cette donc de Piscine de Saint-Ouen, on a en effet du coup une hybridation entre une chorégraphie en effet que l'on voit sous l'eau et donc en regard, on pourrait dire, nous, en plongée. Et en même temps, on avait de chaque côté des murs de projection de cette partie de la vidéo. Donc, ce qui est intéressant aussi là, c'est du coup, par rapport à ce travail autour de la reprise, là, du coup, de quelque chose qui est de l'ordre de l'éphémère aussi, comment on peut, en effet, reprendre sans copier, sans avoir donc un travail de reprise, ça c'était aussi une autre question qui était dans votre projet, comment on a une réadaptation, en fait, d'une reprise d'un original. Donc ça, c'est une question un tout petit peu à côté, mais qui était dans une partie, il me semble, aussi de votre projet. Alors, on va voir une autre partie, donc, qui est à 11 minutes. Mais voilà, c'est 11 minutes. Voilà. Donc ça, c'est une partie 5 minutes après, où l'on voit donc ce danseur qui apprend à remarcher, en fait, qui teste donc la marche, et donc il va traverser pratiquement donc sous les autres danseurs, donc qui sont aussi en apesanteur, et qui ne tombe pas, qui ne touche pas le sol de la piscine. Et lui, donc, en apnée pendant quelques minutes, donc, travaille ainsi son corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vision que l'on a donc de ces corps dans cette scène aquatique, en fait, est une vision évidemment qui nous étonne parce qu'on n'est pas dans ces situations, et en même temps on voit qu'il y a des postures, il y a des figures donc du corps ici qui retrouvent des figures aussi d'une certaine animalité, et d'autre part on a parlé de dilatation ce matin du corps. Ici on a vraiment une dilatation aussi temporelle. On a un travail donc sur la temporalité qui est extrêmement aussi inédit dans cette immersion des corps dans un espace donc qui n'est pas familier. Alors, vous avez aussi pu percevoir des images que l'on a de spectateurs, c'est-à-dire de dessus cet espace donc aquatique, des images où le corps est en train de se diluer. C'est-à-dire que, disons que c'est la figure du corps qui se dilue, mais c'est au profit en fait d'une forme informe qui va dire certaines matérialités. Et cette notion de matérialité est tout à fait intéressante quand justement on va trouver donc ces photographies là, voilà, excusez-moi. Voilà. Donc ces photographies
qui sont faites, là, cette fois-ci, en tirage argentique, par ce jeune photographe, dont Erwin Maurer, qui montre ces photographies qui ne sont pas très grandes dans les tirages, c'est à peu près 40-60, en noir et blanc, où on a donc une série de corps. Alors là, la projection est évidemment pas excellente, alors que ce sont des images fournies par la galerie, mais le tirage est extrêmement granuleux, justement. On a parlé de granulaire, c'est peut-être pas le même sens, mais quand même, c'est quelque chose qui y participe. Et on va avoir donc alors là, on peut davantage, dans les zones de gris, donc définir cette granulation. Et on a devant, du coup, cette image fixe, et c'est là où je vais en venir, on a une perte de sens. C'est-à-dire, non pas du sens du savoir, on a une perte de sens de la part du spectateur. C'est-à-dire qu'en regardant ces images, on n'arrive pas à situer le lieu, bien sûr, mais aussi le poids, la gravité de manière perceptuelle. Alors là, peut-être que là, M. Pozzo pourrait aussi enchaîner. Donc, voilà. Et du coup, c'est extrêmement déroutant. Et en même temps, ce sont des images très sensuelles. Tout ça pour donc poser comme questionnement cette substitution, en fait, d'une perte de figure de corps, de figuration du corps, au profit d'une sensualité de l'image ou d'une sensualité d'une image perçue qui passerait par une matérialité même de l'objet photographique, dans ce sens-là. Donc, cette question de sens, de perte de sens, de perte de repères, on l'a régulièrement, évidemment, un apesanteur. On pourrait évidemment travailler davantage et de manière plus approfondie sur ces pièces, mais c'est déjà donc ces deux points que je voulais vous proposer rapidement donc à la réflexion ou à la mémorisation, comme vous le voulez. Cette série d'ailleurs d'Erwan Maurer s'appelle Vertige. Donc, dans Vertige, évidemment, il y a ce basculement donc du regard, il y a cette perte évidemment de sens, il y a la question aussi qui se pose théoriquement de qu'est-ce qui est à l'origine d'une image. Et je pense que qu'est-ce qui est à l'origine d'eux questionne la notion d'apesanteur, questionne donc que ça soit dans un médium donc comme celui de la danse et dans un médium donc tel que la photographie l'est aussi. Alors deuxième point, donc la scène aérienne. La scène aérienne pour laquelle donc je vous propose cette pièce donc de Julie Gnoche, Nos solitudes, qui est un solo qu'elle a fait donc elle est ostéopathe donc ça veut dire qu'elle travaille, elle a une mémoire donc de propriétés sensorielles et somatiques de tout son corps évidemment, et elle a fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait une commande en fait à un scénographe et elle lui a dit je veux voler, mais sans qu'il n'y ait aucune technologie. Et elle a fait inventer par le scénographe, donc, vous parliez de cercle ou de corde ce matin, qui était un peu lourd. Et donc, elle a fait inventer par ce scénographe, en fait, 2 cercles concentriques qui sont évidemment suspendus en haut de la scène, et à partir desquels il y a 200 poulies et 100 poids qui sont suspendus. Et elle est harnachée. Et cette idée de voler avec le harnais, évidemment, nous renvoie en danse, entre autres, aux premières pièces de Trisha Brown, où elle était aussi harnachée au bassin et où elle donc prenait elle prenait le défi dans les années 70 aux États-Unis, prenait le défi donc de marcher perpendiculaire à un mur, mais en gardant l'horizontalité de son corps par rapport au sol. Donc, ça a été ses premières pièces donc qu'elle a faites avec ce harnais. Et donc, Julie Gnoche, en fait, sans parler du tout de ces pièces d'avant-garde de Trisha Brown, en fait, a elle aussi un harnais. Et pendant 1 heure, en fait, elle va faire en sorte de rester en suspens. Donc, c'est-à-dire de rechercher. Alors, je vous la laisse voir.
Je vous laisse voir l'extrait qui fait 6 minutes. Donc, c'est le musicien qui est en live, qui est à côté de la scène en bas. Vous voyez les... Pardon, ça c'est les poids. Vous voyez qu'elle a un aspect un peu...
l'extrait. Je l'ai laissé jusqu'au bout, j'ai fait exprès. Parce qu'en fait, toute sa chorégraphie consiste à essayer de se mettre debout. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans Waterproof de Daniel Larieux, je vous ai dit, on retrouve une certaine animalité, une horizontalité par rapport au sol. Donc Julie Gnoche, donc, avec ce harnais, ses appuis, en fait, ce sont ses appuis, c'est-à-dire qu'elle a pas un capteur, mais elle a une prise donc aux chevilles qui, quand elle claque sec, en fait, fait un appui et remonte, en fait, c'est une partie de poids. Donc, en fait, la fonction d'appui, vous voyez, se différencie, se définit autrement quand on est un apesanteur ici, dans cette pièce. Et en plus, si vous voulez, anthropologiquement, sa chorégraphie consiste en fait à essayer de se remettre debout. Et quand on a vu là, à un moment donné, quand elle arrive à se remettre debout, il y a moins de contrepoids à travailler et elle devient comme une marionnette, c'est-à-dire comme Coppelia, un autre des grands ballets du début du ballet romantique. Donc, vous voyez, une certaine légèreté, une certaine apesanteur avec l'aquatique. Et là, on peut dire que c'est dans l'air, donc on voit le corps, il n'est pas dématérialisé, et en même temps, il change de définition d'appui. Et il y a aussi une référence à cette idée de la marionnette qui serait un corps sans gravité, en fait. Donc, ceci, moi, m'intéressait dans ce choix-là de pièces, et d'autant que je voulais, donc, alors j'avais prévu, mais on n'a pas le temps, mais en revanche, je vais vous montrer donc quelques photographies du photographe donc Laurent Degente, qui est ostéopathe lui aussi, qui a fait cette série donc de photographies en 2005 et qui consiste en effet à troubler évidemment notre perception donc des sens de l'orientation donc gravitationnelle. Et ici, alors certaines pièces, je dois avouer, sont plus efficaces que d'autres. Celle-ci est assez efficace parce que, comme vous le voyez, on a un mur. Donc une fois après qu'on a trouvé le principe, c'est assez, voilà, on le devine. Mais ici, on a en effet un mur qui serait qui, en tant que spectateur, si vous voulez, de par sa décrépitude, de par ces parpaings ici qui devraient tomber normalement, on imagine en fait la force en fait du dos. Du coup, on projette un imaginaire qui n'existe pas, parce qu'en fait, si vous renversez la photographie, si vous faites au bas, droite-gauche, vous voyez très bien qu'il est allongé au sol, en fait. Alors que là, de la manière dont la photographie a été tournée, donc, eh bien, on projette donc une force d'appui du dos du personnage contre ce mur, comme s'il retenait ces parpaings qui allaient tomber. Donc ça, je trouve ça aussi assez intéressant pour l'activité, si vous voulez, du regard du spectateur. On en a aussi un peu parlé différemment ce matin, mais il me semble que c'est aussi présent dans cette pièce-là photographique. Alors, une autre, donc je vous en montrerai quelques-unes, mais vous avez évidemment compris une fois qu'on en a vu. Voilà, donc une autre pièce ici, où il a évidemment aussi renversé l'image. Et donc, on voit évidemment que la personne qui fait cette figure, cette posture, donc, est une personne qui travaille son corps et connaît en effet ses appuis et connaît aussi. Alors, c'est quelque chose du coup qui traverse les pièces que je vous ai montrées, au moins en danse, qui travaille aussi, on l'a un peu effleuré, Kitsu bien sûr en a parlé, on l'a un peu effleuré aussi ce matin avec Gourfine et le yoga, qui fait que quand on travaille en apesanteur, en agravité, je dirais, on travaille aussi le passage du coup de l'énergie en interne. Donc, c'est-à-dire qu'on est les ostéopathes, les yogis, les danseurs dans certaines préparations bien particulières, savent absolument maîtriser leur souffle, qui est aussi un lieu d'énergie et qui est aussi donc un outil, je dis bien un outil interne au corps, qui fait qu'on va pouvoir favoriser telle force dans tel appui jusqu'aux extrémités ou pas. Enfin, Kitsu en parlera évidemment beaucoup mieux que moi. Donc,
voilà ce que je voulais, voilà, une dernière pour le plaisir, si ça n'est, mais il y en a d'autres, voilà. Alors, juste en conclusion, en finissant cette petite présentation, donc, je me disais que peut-être votre notion de corps infini pourrait s'apparenter à celui d'un corps qui expérimente le vivant. Donc ça recoupe, je crois, certains points déjà élaborés ce matin. Quelles que soient, et alors là je pourrais presque insister, quelles que soient les prothèses, mais aussi les orthèses. Vous savez, le prothèse, ça remplace quelque chose. L'orthèse, ça fait tenir droit. Donc je dirais, quelles que soient les orthèses, les milieux qui sont au travail. Et peut-être qu'un corps infini serait celui qui convoque par nécessité, ça c'est ma posture, la sensibilité du vivant, la sensibilité du vivant qu'est le spectateur. C'est-à-dire, le corps infini, c'est celui qui achève l'œuvre dans sa propre singularité. Et juste un point pour paraphraser un scientifique que j'aime beaucoup, qui est un philosophe dit intentionnaliste, justement, c'est Henri Poincaré. Et pour le paraphraser, il me semble qu'une de ses pensées, c'est de dire qu'un scientifique est un artiste dès qu'il est en conscience. Je dis bien en conscience, pas qu'il a conscience, qu'il est en conscience de ce qui advient. Alors il y a découverte, et ces découvertes entraînent des gains de connaissances.